Bonjour, je m'appelle David Desjardins et bienvenue à ce second épisode de Radio Bidon pour le Tour de France en collaboration avec FlowBikes, le diffuseur officiel du Tour. FlowBikes, en plus du Tour, vous permet de voir la Vuelta, les championnats mondiaux sur route, les Coupes du monde de cyclocross ainsi que Paris-Roubaix au cours des prochaines semaines et prochains mois. Avec moi, justement pour ce deuxième épisode, le descripteur et l'analyste du Tour sur FlowBikes, Audrey Lemieux et Randy Ferguson. Salut David. Madame, monsieur, bonjour. Salut David. Et Charles Estigui qui est avec nous encore une fois. Charles, le collaborateur de Radio Bidon de la toute première heure. Salut Charles. Salut tout le monde. Donc, premier épisode, on a parlé pas mal du parcours, on a regardé ça. Puis avant qu'on commence à parler des prétendants, j'ai envie de répondre à une question parce qu'il y a des gens qui nous ont demandé dans les réseaux sociaux, est-ce que selon vous, c'est un parcours très difficile? Et je pense, Charles, que c'est toi qui as répondu au nom de Radio Bidon à cet auditeur-là. Donc, parce qu'on n'a pas analysé comme l'ensemble du parcours, outre le fait qu'on a dit, bon, il y a quand même pas mal de contre-la-montre. Le gros de la montagne se trouve dans les Pyrénées. Mais est-ce que c'est un tour très difficile? Bon, je suis allé avec une réponse un peu générale qui allait un peu comme suit, à savoir, c'est un parcours qui va nécessiter d'être bon partout. C'est classique, c'est le cas de tous les grands tours. Mais comme c'est assez équilibré... Peut-être plus que l'année dernière, par contre. Ouais, c'est ça. Avec plus de contre-la-montre, ça va... les non-spécialistes de l'épreuve vont trouver ça un petit peu plus pénible. Ce qui ouvre le parcours là, à différents joueurs qui sont pas des grimpeurs purs au sens colombien du terme. Oui, c'est sûr qu'avec le kilométrage, on double le kilométrage de contre-la-montre individuel cette année versus l'an passé. Et c'est des contre-la-montre qui ont un profil bien différent de 2020, bien qu'ils sont... La 20e étape est encore un contre-la-montre, mais plutôt sur le plat. Et le premier contre-la-montre qui arrive seulement à la 5e étape, là, c'est assez tôt quand même dans le Tour de France. Là. Seulement, pour renchérir sur ce que Charles disait aussi, c'est que c'est vraiment, faut être complet. Faut être assez fort sur le plat aussi parce qu'il va y avoir des petits pièges avec les coups de bordure qui risquent d'arriver sur certaines étapes, plusieurs, un peu plus que l'année dernière d'ailleurs. Puis seulement 3 arrivées au sommet, comme Randy le dit, des contre-la-montre assez longs. Et depuis 2013 qu'il n'y a pas eu des contre-la-montre aussi longs que ça. Donc, ça aussi, ça va avoir un impact majeur. Puis c'est des contre-la-montre vraiment pour les rouleurs, ceux qui sont capables de vraiment pousser du gros braquet. Il va falloir savoir descendre parce qu'il y a beaucoup de descentes très piégeuses avec des plats par la suite. Donc, ça va être ça aussi, ce tour-là. Sans plus tarder, parlons des prétendants. Là, on enregistre ceci le 18 juin. On est vendredi. Pas mal toutes les équipes masculines. On parlera de la course un peu plus tard féminine pour laquelle on a très peu de nouvelles quant au line-up, donc à la composition des différentes équipes. Mais pour les hommes, ça semble être pas mal réglé, à tout le moins pour les favoris, avec possibilité de quelques petits changements. Mais regardons ça ensemble. Il y a des favoris qui risquent pas de changer à moins d'un cas de force majeure. On les a comme divisés en catégories, maillots, etc. Vous allez voir. Et on commence évidemment avec les prétendants au classement général au maillot jaune. Il y a un groupe A, on peut dire ça comme ça, le groupe des super favoris, ceux avec les équipes pactées à mort et qui sont vraiment là très très près de cette victoire-là, ceux qu'on attend sur le podium. Donc, évidemment, Tadej Pogačar, le gagnant de l'année dernière, qui revient défendre son titre, Primož Roglič, le grand perdant de l'année dernière, qui vient essayer de prendre le titre, et Geraint Thomas, qui est là, dont on aurait pu penser il y a quelques années que sa carrière comme prétendant pour un grand tour au classement général était terminée, mais semble être en superbe forme. Parmi ces trois-là, j'aimerais ça qu'on discute un peu ensemble là, des trois qui sont là. Tadej Pogačar et Primož Roglič pour commencer le duel à finir. Là. Comment vous entrevoyez cette rivalité-là? Ben, si je me lance en premier, il y a toujours une question de qui est favori parmi les favoris. Il y a toujours un favori naturel que, même s'il prétendait ne pas être le grand favori, Pogačar dans ce cas-ci, le sera quand même. Roglič a déjà commencé à jouer la carte de non, je suis pas le favori pour le tour, ce qui a
pour effet, à mon avis, d'essayer de lui enlever de la pression un peu. Puis les forces sont un peu plus réparties cette année qu'elles l'étaient l'année passée. Donc avec Pogačar, Roglic. En termes d'équipe, là. Ben oui, puis l'année passée, ou en tout cas au Tour 2020, on s'attendait à ce que Roglic gagne. Je me rappelle, puis je m'auto-flagelle encore avoir dit Pogačar ne remportera jamais le Tour de France 2020. Parce que je trouvais que l'équipe était pas là. Mais là, cette année, on a vraiment un groupe de favoris, la tête et les épaules au-dessus des autres. C'est ça, tout le monde essaie de se placer un peu en position de non, je suis pas le favori, mais bon, on peut analyser aussi que Thomas avec ça, c'est la game psychologique, là. Ouais, c'est ça, exact. Je sais pas si mon ultra favori Pogačar, Randy Audrey, vous êtes d'accord avec moi que c'est vraiment lui qui va être non seulement la tête, les épaules, mais la coupe de cheveux au-dessus des autres. Ben, je vais être galant, Audrey. Avance-toi et je compléterai. Ben écoute, moi, c'est sûr que Pogačar, cette année, arrive dans des circonstances extrêmement différentes. L'année passée, c'était un peu... Tu sais, on savait qu'il avait terminé 3e à la Vuelta, on l'avait vu qu'il était très attaquant, il est capable de passer à travers un grand tour, mais de là à aller remporter le Tour de France, c'est sûr qu'on l'attendait un petit peu moins. Là, cette année, c'est des circonstances extrêmement différentes. On l'attend. Tous ses faits et gestes vont être vraiment étudiés à la loupe. L'année passée, on se souvient, il est parti à l'attaque, puis Roglic, il l'a laissé partir parce qu'il avait perdu du temps dans la bordure, mais tu sais, il le voyait pas nécessairement comme il le voyait comme un rival, oui, mais peut-être pas comme celui qui allait le battre l'avant-dernière journée du Tour. Donc, ça, c'est des cadeaux comme ça, il n'y en aura pas cette année pour Pogačar. Donc, ça va être un peu différent. Et très bon point, par contre, il y a une équipe plus forte que l'année dernière. Il est allé chercher Rafael Malka, David de la Cruz, il a fait des belles choses cette année. On a Marc Hirschi qui est dans son équipe, David Formolo. Ouais. Puis Brandon McNulty aussi, qui a vraiment démontré de belles choses un peu plus tôt cette saison. Là, on s'entend, là, quelqu'un qu'on a déjà vu ici sur les routes du Québec, autour de l'Abitibi il y a quelques années comme junior. Mais pour un peu appuyer ce que mes comparses disaient, c'est une année particulière aussi, parce qu'il ne faut pas oublier, encore il y a quelques mois, même avant que les classiques printanières débutent, les informations rentraient au compte-gouttes. Alors, il a été très difficile pour les formations, les sélectionneurs, les athlètes de se planifier ou se donner des buts, pour arriver à passez-moi l'expression anglaise, à ce pic tant désiré, soit pour le Tour ou pour les classiques ou pour même les Jeux olympiques. Alors, il y a vraiment cette donne-là qui est venue jouer, puis on l'a vu dans l'horaire. Regardez Roglic, c'est quand la dernière fois qu'on l'a vu sur une grande course, classique printanière, Tadej Pogačar, Tour de Slovénie, mais qui termine deuxième au général, c'est son coéquipier. Ça fait que, la grosse gomme n'était pas là, ils n'ont pas eu à disputer des courses. Roglic, lui, a favorisé aller à fond dans l'entraînement, les camps préparatoires, justement, je crois qu'ils sont en altitude encore en ce moment, il y a un Jumbo Visma pour faire le travail. Alors, il y a toute cette donne-là de la saison, les échéanciers, les calendriers, les pics. Et la deuxième donne qui vient influencer, qui est facteur de ça, ou qui je devrais dire, donne fonction à tout ça, c'est le fait qu'on est dans une année olympique. On a déjà des athlètes qui se désistent soit des Jeux olympiques ou même du Tour de France pour se présenter prêt à l'un ou à l'autre. Seul qui risque un peu ou qui met ses cartes sur table et qui joue le doublé, c'est Van der Poel. Puis dans le cas de Van der Poel, on sait que c'est pas un prétendant à la victoire, puis il est plus là davantage pour des victoires d'étape, puis il vise le mountain bike, le vélo de montagne aux Jeux olympiques. Donc, il y a vraiment ces deux donnes-là. L'inconnu, c'est encore la rivalité slovène. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va avoir accès à ce qu'on a vu un peu l'an passé? Mais si on parle de Ineos, qui ont d'ailleurs révélé il y a quelques heures leur formation finale en vue du Tour de France, avec Bernal qui est pas présent. Bon, on a dû enlever Rohan Dennis, malgré le fait qu'on avait les deux contre la montre. On est allé vraiment avec ceux qui sont tout chaud, tout feu, tout flamme en ce moment, Geraint Thomas, Carapaz et bien sûr Richie Porte là, qui connaît une dernière année assez extraordinaire, probablement la plus grande surprise pour moi du moins, et peut-être dans un groupe B- ou C+, en tant que prétendant au cas d'une vraiment une défaillance des deux autres, Thomas et Carapaz. Mais Ineos, fidèles à leurs habitudes, ils arrivent bien nantis et à qui mieux.
En fait, on Oui, peut-être on se redonne trop Nancy, ouais. Ouais, la même question revient chaque année. Est-ce que c'est la plus forte équipe Ineos jamais composée? Question à laquelle on répond toujours non. Même si c'est possiblement l'équipe la plus forte. Ils ont quand même aussi le gagnant de l'avant-dernier Giro, qui fait partie de leur Théo. formation, qui a pas un début de saison exceptionnel, Tao Gegenhardt, mais quand même. Euh, Tu sais, course plus équilibrée avec une équipe aussi forte. C'est dur de les écarter. Puis Geraint Thomas, c'est quand même un coureur qu'on aime aimer, là. C'est quand même un chic bonhomme. Ouais, un Mais excellent bon, contre-la-montreur, puis ouais, qui a montré comme les Pogačar et Roglic aussi, qu'on a vu récemment, attaquer sur des fins de course, faire des choses là, qu'on voyait pas vraiment Ineos faire autrefois. Donc prendre des chances, essayer des trucs, aller grappiller des secondes à des endroits un peu inattendus. Ce que justement des Pogačar et des Roglic font en attaquant. Donc on a comme ces trois favoris-là qui ont des profils relativement semblables, très bons contre la montreur, tous les trois. Donc, très bons grimpeurs aussi, ils sont bons un peu partout, des coureurs intelligents. Un très jeune, un moyen, l'autre plus vieux un peu, avec de l'expérience. Donc, ça va quand même être super intéressant de voir ça, mais je me demande, tu sais, chez Ineos, est-ce que on va favoriser Carapaz à un certain moment, à partir de quand, tu sais, si ça arrive. Donc, comme on le disait tantôt, le contre-la-montre arrive tôt. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est là que Thomas met son étampe et dit c'est moi le leader parce que c'est moi qui ai un contre-la-montre nettement supérieur aux autres, etc. Donc, ce qui nous amène un peu à la section B des coureurs prétendant au maillot jaune. J'en ai identifié plusieurs, mais je commence avec un autre groupe de coureurs. Movistar semble pas apprendre de leurs erreurs et ont encore un beau trident de prétendants à la victoire. Faut croire qu'ils ont un bon contrat avec Netflix pour la prochaine saison aussi pour faire encore un autre film de chicane interne. Donc, Mas, Lopez, Sawyer, puis il y en a d'autres aussi dans l'équipe à la limite qui pourraient prétendre au titre. Mais Valverde, ouais. Ben là. On ne sait jamais. On sait jamais, là. Non, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec Movistar? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que vous pensez de cette situation-là? Moi, je pense que Enric Mas, 5e l'année dernière, c'est un homme qu'on peut potentiellement protéger. Par contre, depuis le début de la saison, dans ses contre-la-montre individuels, il n'a pas démontré de si grandes choses que ça. Et Miguel Ángel Lopez, lui, c'est sûr que pour les arrivées au sommet, ça va être un vraiment des coureurs protégés. Et puis Valverde, à voir là si il va vraiment se sacrifier pour les autres parce qu'habituellement, lui, il va finir dans le top 10, faire c'est quoi, là, il est rendu à 10, 15, top 10 au Tour de France. Bref, c'est ça. Donc, encore une fois, pas très clair, mais est-ce qu'on va favoriser Enric Mas, qui a terminé 5e l'année dernière, ce qui n'est pas un vilain résultat. C'est un gars qui est quand même, qui assure beaucoup. Et un peu plus tôt cette saison, il a failli gagner une course par étape qui a malheureusement perdu. Il a gagné, il a fait une crevaison à genre, 300 mètres de l'arrivée. Mais, tu sais, il n'a pas démontré des si grandes choses que ça pour que ce soit clair, net et précis, que ça soit pas. Il y a du monde en masse chez Movistar encore une fois. Puis, il faut croire que ça a attiré le regard parce que Ineos est en train de faire exactement la même chose. Mais c'est toujours un coup de dé avec eux. Hein. Je me souviens l'an passé, Audrey et moi, en ronde, on se grattait la tête. On se disait, mais à quoi ils pensent encore, cette équipe-là? Mais au fur et à mesure que le tour avançait, quand on est arrivé dans les hautes montagnes, lorsqu'on est arrivé sur des étapes clés en montagne, ils ont commencé à mettre leur épingle dans le jeu, puis ils ont commencé à être agressifs, puis on a vu même Roglic, Pogačar, UAE, Jumbo-Visma, des fois se regarder puis faire... je me souviens, Sepkus, qui s'est retourné, puis d'où arrive Mas et Soler et compagnie. Combien de fois on a vu Soler en échapper l'an passé? Vraiment, pour eux, je pense que la donne, c'est ça. Et c'est la même chose lorsqu'on se présente aux mondiaux avec l'équipe espagnole. C'est avoir un peu de cohésion au sein de l'équipe, puis dire clairement, on est rendu à la 10e journée du Tour. Je pense que c'est assez clair là, qui est notre leader, à place de dire qui mieux. Là.
Peut-être que c'est ça leur technique aussi la plus efficace, c'est de foutre un peu le chaos en ayant beaucoup de très bons coureurs, puis du chaos à l'intérieur même de l'équipe où c'est comme genre envoyer au plus fort la poche, puis c'est un peu comme ça. Ça leur réussit pas tellement là parce que pour ce qui est de gagner le tour, ça marche pas, mais versus Ineos, Randy, pour répondre à ce que tu disais tantôt, où on sent qu'il y a quand même une autorité à un moment donné. Là, il y a quelqu'un qui prend une décision. Là, Dave Brailsford, il rentre dans l'autobus, dans le Death Star de Team Ineos, puis là, il dit « OK, là, c'est fini les enfants, là, on arrête de niaiser. » Charles, je t'ai interrompu. Ben, en fait, j'allais dire que Marc Soler, c'est un peu il est à l'autre bout du spectre des, tu sais, t'as Geraint Thomas d'un côté, puis t'as Marc Soler de l'autre. Lui, on aime le détester. Ou en tout cas, je vais parler pour moi. Sauf que il est assez, je veux dire, il a montré qu'il est capable. J'ai pas de souvenir précis de ses performances en contre-la-montre, mais je dis probablement milieu de peloton là, pour faire une image. C'est peut-être lui, leur joueur, s'ils peuvent justement réussir à arrêter de façon aussi ostentatoire de se détester, j'exagère peut-être entre eux, là, mais de travailler autour de quelqu'un. Voilà. Puis à ce moment-là, est-ce que... Vas-y, Charles. En fait, j'allais dire, est-ce qu'ils se contentent de viser une 5e place ou un truc comme ça, ou à la place, ils vont y aller avec ce que plusieurs autres équipes vont faire, essayer de gagner des étapes. À ce moment-là, un Solaire frais va gagner des étapes, une ou des étapes. C'est embêtant. Ou la fameuse victoire d'équipe. Ben, c'est ça. Ouais. Eux, ils visent le classement général par équipe aussi. Je pense que c'est une des seules formations qui vise ça. C'est quand même très payant. Ça leur met beaucoup d'argent dans leur coffre. Mais bon, je veux dire, qui, dans la une du prochain journal, va parler de l'équipe qui a gagné le classement par équipe? Donc, ça, c'est une chose. Moi, par contre, contrairement à Charles, je vois pas, puis en tout cas, on verra, là, mais je vois pas un Marc Soler au classement général parce que cette saison, tu sais, oui, il est capable d'aller gagner des étapes, ça je le vois gagner peut-être une des étapes, mais il a couru énormément, il a enchaîné les courses par étapes, puis je trouve que il démontre il démontre pas une constance sur des courses qui sont plus longues qu'une semaine. C'est vraiment une super bonne journée. Le lendemain, il perd 5-6 minutes au général. Le surlendemain ou 3 jours plus tard, il va avoir une autre super bonne journée. Fait que c'est un peu ça là, pour Soler en tout cas, cette saison, puis à la fin de la saison l'année dernière. Donc, je le vois un petit peu moins en général. Bon, je veux parler rapidement pour qu'on fasse le tour là, du maillot jaune de quelques autres personnes qu'on a identifiées comme étant des possibles prétendants. Simon Yates, Emmanuel Buchmann, puis pourquoi pas Julien Alaphilippe. Discuter. Ben, je voulais attendre lorsqu'on allait parler du maillot à poids et tout ça, mais il y a une donne qu'on avait instaurée en 2019 pour la première fois et qu'on revient avec cette année, c'est les fameuses secondes en bonification pour les passages à des sommets, pas seulement des arrivées en sommet. Et il y a, je pense, 6 opportunités dans le Tour de France cette année et ils ont fait les fins finaux du côté des organisateurs du Tour de France chez ASO. Il y a certaines de ces ascensions qui vont être les premières, les deuxièmes, de 3 ou 4 durant l'étape. Et les organisateurs, ce qu'ils espèrent, c'est que ça va extirper du peloton, un peu comme pour les sprints intermédiaires qu'on voit lorsque la course au maillot vert se chauffe un petit peu. On va commencer à sortir ces gars-là assez tôt dans une étape et attendront pas justement à la dernière grande ascension de la journée pour brouiller les cartes. Donc, ça va vraiment, je pense, faire du brasse-camarade et cela, parce que c'est des secondes de bonification qui, si on se fie juste aux dernières éditions du Tour de France, où l'année passée, ça s'est soldé par 59 secondes. Si on prend le même lot de coureurs avec un parcours d'un bout à l'autre qui est sensiblement un peu, on dirait un peu plus facile parce qu'il y a 2 ascensions de moins au cumulatif de la journée et un peu plus de contre-la-montre.
Donc, ça va vraiment un peu mêler les cartes, je pense, pour les coureurs au général. Et ça va peut-être forcer justement des gars comme Mike Woods ou peut-être même un Simon Yates de se dire, ben, enfin mathématicien, là, hey, j'ai 8 secondes, je vais chercher là 8 secondes, ça fait que demain, j'entame une étape sur le plat où il y a un peu de danger qu'on se fasse prendre en bordure ou le contre-la-montre s'en vient dans 2 jours. Moi, c'est 8 secondes de coussin que ça me donne. Je pense qu'on va voir davantage de gars qu'on verrait pas d'habitude si c'était une finale au sommet où il y a des bonifications en secondes se manifester durant les étapes. OK, donc les bons stratèges vont être probablement plus en vue. Et pour Alaphilippe, David, écoute, moi là, j'espère pour lui qu'il va prendre une décision de dire bon, est-ce que je vise les étapes ou est-ce que je vise la générale? Je pense qu'à la première étape, dès la première étape ou la deuxième étape, il peut aller chercher 1 ou 2 belles victoires d'étape parce que c'est des parcours pour punchers. Par contre, comme je l'ai vu au Tour de Suisse, c'est la course la plus récente, mais même en début de saison, vraiment, Alaphilippe, là, il grimpe extrêmement bien là, cette année. Il n'y a pas à rougir du tout. C'est sûr que, tu sais, les pelotons vont être plus... il y a un petit peu moins de profondeur. Par exemple, Tour de Suisse, ça chevauchait avec Dauphiné, etc. Tour de France, c'est sûr qu'il va y avoir vraiment plus la crème de la crème. Et aussi, on parle beaucoup de contre-la-montre individuelle. Alaphilippe, c'est un gars qui est capable de faire de vraiment bien contre-la-montre. Il a fini 5e au premier contre-la-montre au Tour de Suisse. 2e, il y avait 2 contre-la-montre. Il a fini 2e au 2e contre-la-montre. Avant de quitter le Tour de Suisse, il était 3e au classement général. Puis là-dessus, il y a eu une pénalité de 20 secondes parce qu'il a pris... en tout cas, ça aussi, il faudrait peut-être pas qu'il le fasse pendant le Tour de France. Là. Mais il a pris un ravitaillement illégal. Fait que, en tout cas, ça fait le temps qu'ils l'apprennent, ça, me semble. Ça. Là, c'est pas super. Puis, les baguettes en l'air, puis oh my god, hey, d'autres, tu fais ça, puis lever les bras avant la ligne, là. Tu sais, c'est comme les 2 affaires à retenir, mon gars, là. Puis même, en tout cas... Faire attention aux motocyclistes aussi. Ça aussi. Puis, tu sais, puis aussi, il a annoncé qu'il allait pas aux Jeux olympiques. Donc ça, c'est peut-être un signe qu'il va vraiment se concentrer sur le général. Parce que c'est sûr que s'il se concentre sur le général, il faut qu'il se planifie une période de récupération par la suite. Bref, en tout cas, c'est encore dans l'air, je pense, pour lui. Là. On sait pas. J'ai l'impression que le premier maillot jaune qui va être, à mon avis, sur les épaules de Alaphilippe, Van Der Poel ou Van Aert, va déterminer qui va le porter pendant plusieurs jours. C'est un peu une évidence de dire ça, là, mais c'est des coureurs qui se rendront pas à Paris avec le maillot jaune, mais pour qui l'honneur de le porter pendant 2, 3, 4, 5 jours jusqu'au premier contre-la-montre, ou peut-être plus parce que Van Aert, entre autres, est fort des jambes, comme on dirait. Il va être capable au contre-la-montre de continuer à le porter plus longtemps. Ça fait que j'ai l'impression que tu sais, Alaphilippe, c'est un peu circonstanciel sa relation avec le maillot jaune. Ça fait que j'ai pas l'impression que c'est cette année. En tout cas, à voir, là, mais moi je mettrais un vieux 2 ou un vieux 5 même sur Van Aert ou Van Der Poel là, pour les premiers maillots jaunes. Bon, hey. Ouais, puis Alaphilippe, bon, si on retourne, excuse David, juste finir avec Alaphilippe, tu sais, si on retourne à 2019, là, malgré qu'il a débuté la fameuse dernière étape qui a été direction de Tignes, qui a été arrêtée à cause de la situation météo, on s'entend déjà sur l'Isard ou je me souviens plus c'était quel col, les Oars, ouais. C'était terminé là, sa quête pour le jaune, c'était bien beau là, mais on savait pas mal tous, il n'avait pas les jambes d'un Bernal et compagnie. Et un autre gars, tu sais, t'as parlé pour finir avec Van Aert. Van Aert, on ne sait pas, là, il revient d'une appendicite. Est-ce qu'il va avoir les jambes? Est-ce qu'il va être le lieutenant vraiment de premier ordre et le sprinter qu'il a été l'année passée? On verra. Qui vivra verra. Pour l'instant, il y a plein d'autres personnes dont on aurait pu parler. On aurait pu parler de chez IF, Rigoberto Urán. Est-ce que ça fait des années qu'on en parle? Il a déjà fini 2e, mais puis il y a des années off, des bonnes années. J'ai mentionné Bookman tantôt, Simon Yates, mais on pourra pas s'éterniser là-dessus parce qu'il y a d'autres catégories dont il faut qu'on parle. Bon, on va parler du maillot à pois. C'est une drôle de catégorie là, pour théoriser sur qui pourrait porter le maillot à pois parce qu'il peut se passer tellement d'affaires. On a parlé des points tantôt, des points pour la montagne, des secondes de bonif, tout ça qui vont venir
probablement un peu, si vous me permettez l'expression, fucker la donne un peu parce que justement, avec les points de bonif, les KOM, tout ça, peut-être qu'on va voir des personnes qu'on verrait pas d'habitude, des échappées qu'on laissera pas partir, mais on a identifié quelques super grimpeurs, tu sais, qui vont probablement essayer des affaires, partir en échappée et essayer peut-être d'avoir ce fameux maillot à pois. J'en ai plusieurs dans ma liste que je vous ai transmise. Mettons là, tu sais, puis j'en parle, je la mentionne tout de suite aux auditeurs pour qu'ils sachent de qui je parle. Mais tu sais, on a mentionné, Charles et moi en préparant, on parlait de Higuita, Gaudu, Guillaume Martin, Quintana, qui gagnera sûrement pas le tour, mais qui pourrait décider d'aller pour ça. Lutsenko, Ben O'Connor, Mark Padden, qu'on a vu récemment, donc c'est comme la révélation de cette année. Nelson Powles. Fait que si là vous aviez à en choisir là, un ou deux là, chacun, là, tu sais, qui pour vous dans votre tête, il y a des mots t'as dit de bonne chance que celui-là se ramasse avec le maillot à pois à Paris, ce serait qui pour vous? Audrey, je commence par toi. Ah, écoute, il y a tellement de choses qui peuvent arriver, comme tu as dit, avec cette catégorie-là. Tout se peut, mais on jase. C'est ça. Puis là, cette année, on l'a dit, il y a trois arrivées au sommet comparativement à l'année passée, parce que l'année passée, c'était presque les arrivées au sommet, parce qu'on sait que les points sont doublés dans les cols hors catégorie. Puis il y avait des arrivées au sommet avec des cols hors catégorie. Fait que ceux qui visaient le général, ben, c'était très payant pour le maillot à pois. C'est pour ça que le gagnant général a gagné le maillot à pois. C'est drôle, mais moi, je mettrais... Tu l'as pas mis là-dedans, mais je mettrais Miguel Ángel López, moi, cette année, pour ça. Ouais, c'est pas un mauvais pick. Good choice. C'est sûr que s'il vise le général, il va rester très calme pour ça, mais comme par défaut, on dirait qu'il irait chercher ça parce qu'il grimpe trop bien, là. En tout cas, je l'ai dit dans l'autre émission, mais il a fait le Mont Ventoux, il a fait un record d'ascension dans le Mont Ventoux. Puis écoute, il a déposé ses adversaires à 12 km du sommet, puis personne qui a pris sa roue, là. C'est plus le record d'ascension qui est impressionnant parce que le field était pas, il y avait pas une grosse profondeur là-bas, mais effectivement le record parle de lui-même. Effectivement. Donc oui, c'est un bon candidat. Merci de l'avoir ajouté à la liste. Randy, toi, tu mettrais ton vieux 2 sur qui? Hey, ça va être encore une fois on l'a dit, hein, à qui mieux. T'as Cosnefroy l'année passée qui l'a regardé combien de temps. Bon, ben, évidemment, on sait ce qui s'est passé vers la fin. Martin l'a eu. Après ça, bon, tout le monde s'est promené. Moi, je rajouterais peut-être dans l'eau un gars comme Dan Martin. Il a un rôle secondaire. Il va être obligé, je pense, pour Mike sur certaines étapes de montagne ou peut-être dans ces fameux cols où il y a ces secondes à bonification. Il va être obligé de jouer le trouble fête. Il va être obligé de sortir, lui, pour aller protéger, exemple, une avance de Mike et tout ça. Puis aller se chercher en même temps, se garnir de points de passage de col. Et moi, je rajouterais un gars comme Dan Martin aisément dans ce groupe-là. Et c'est sûr que bon, ça peut être un Gaudu, ça peut être un n'importe qui d'autre sur cette liste-là. Mais un des gars aussi qu'on a vu l'année passée, c'est Izagirre, le Jon. Il est sorti du lot pour Astana l'année passée. Cette année, ça va être quoi son rôle? Est-ce que ça va être d'aller jouer pour des étapes? Parce que leur équipe l'an passé, rien pour le général. Fogelsang n'était pas là, Astana. Et c'était vraiment, on y va. On a vu le rôle d'Hugo et ce que Hugo a fait, c'était sine qua non. C'était justement la donne dans cette formation-là. Fait que, oui, je suis d'accord avec les choix, mais je rajoute Dan Martin et Jon Izagirre. Okay. Moi, Fogelsang pour le général, j'y crois moyen, là, mais vas-y, c'est mon commentaire. Là. Fait que, je pense que Astana, ils vont y aller pour des étapes aussi pas mal cette année. Ils vont peut-être s'essayer au début, puis ils vont se rendre compte assez rapidement, là, comme c'est le cas les dernières années, que ça va être ça leur espoir. En souhaitant qu'il y en ait une qui aille à Hugo cette fois-ci. Charles, ouais, toi, ton espoir? En fait, tu sais, c'est ça, ça prend le mix d'un super grimpeur et de circonstances à l'intérieur de l'équipe qui fonctionne. Ce que Randy disait à propos de Dan Martin, sortir pour aller grappiller des secondes, ne pas les donner aux autres, c'est un super point. Ça prend des équipes aussi qui n'ont pas d'autres objectifs que ça, soit de gagner des étapes ou d'aller chercher des maillots parce que B&B Hotels et Arkea Samsic, qui sont des équipes bretonnes, pourront pas vraiment se manifester au début, peut-être avec Bouhanni sur un sprint, mais bon, on verra bien.
Mais Espérons que non. Pourquoi? Rappelle-nous pourquoi. Qu'est-ce qui arrive quand Bouhanni gagne un sprint? Parce que chaque fois que Nasser Bouhanni gagne un sprint, il y a un chaton quelque part qui meurt. Mais il y a toujours des auditeurs qui comprennent pas quand je dis ça, puis là, je leur explique que c'est une joke, que c'est juste parce qu'on l'aime pas, là, puis on n'aime pas sa personnalité. C'est juste ça. Ça enlève pas son talent. C'est Ouais, des exact, des insides. insides de cuissard, c'est en plein ça. Mais Shammy jokes. Je verrais assez bien, même s'il n'y a pas un super début de saison, c'est quand même un top grimpeur qui a connu une bonne saison 2020. Je verrais un Quintana aller chercher un maillot à poids. C'est à peu près tout ce que Arkea Samsic peut souhaiter pendant le tour. Une des équipes invitées, ça n'enlève pas le talent du grimpeur en question. Et il n'y aura pas je veux dire, ils peuvent focusser là-dessus uniquement et ne pas se perdre dans la quête au maillot jaune. En tout cas, ça n'arrivera pas, là. Je me garde de dire qu'une chose ou une autre n'arrivera pas parce que d'habitude je me trompe, mais là je pense qu'on peut dire sans trop peur de se tromper que le maillot jaune ne devrait pas aller chez Arkea Samsic en 2021. Donc j'y vais pour Quintana. C'est le grand plaisir du jeu des prédictions. On met son ego au vestiaire. Oh, oui. On s'en va jouer au jeu des prédictions. Ouais. Faut juste qu'Arkea Samsic fasse attention à qui il délègue le nettoyage des chambres d'hôtel. Oui. Oups! Encore une bonne anecdote. Non, mais c'est vrai. Écoute. C'est vrai. Donc, maillot vert, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là, il y a pas mal de monde encore là. Pas tant de sprints que ça. Des sprints un peu piégeux qui peuvent se transformer en piège avant, qui peuvent devenir pas mal de choses. Donc, des vraies étapes de plat, il y en a pas tant que ça. Je pense à des étapes pour Bennett, par exemple. Donc, est-ce que on favoriserait à ce moment-là un Yuan, Sagan, Mads Pedersen? Colbrelli dit même que lui, il veut gagner la première étape, qui dit qu'elle est pour lui, qu'il est capable. Donc, un Christophe aussi qui est capable de gagner ce genre de sprint-là qu'on va avoir. Qui vous voyez en vert? Est-ce que Peter Sagan est encore en vert pour une énième fois cette année? Est-ce que Bennett va... Moi, je pense que... Je vais partir le bal là, pour cette fois-ci. Là. Je pense que Bennett n'est pas en vert à Paris cette année. Ça, c'est ma prédiction qui est pas super dure à faire. Moi, Vas-y, Randy. Vas-y, Audrey. Moi, j'allais dire, je suis entièrement d'accord avec toi, David. Bennett, je pense que la seule raison pourquoi Bennett est présent au Tour de France cette année, c'est une décision financière de la part de Lefebvre et son équipe. Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent comme quoi il est sur le seuil de la porte, il est parti. Tu as un gars comme Mark Cavendish qui a retrouvé une nouvelle flamme et on annonce aujourd'hui que on veut pas trop inquiéter Sam, donc on n'enverra pas Mark Cavendish au Tour. Ça n'en dit long. Bennett qui revient d'une blessure quand même, qui a mis un gros frein sur ses plans de préparation en vue du Tour. C'est pas le Sam Bennett qu'on a vu l'an passé qui se présente au Tour cette année. Puis contrairement à Deceuninck, t'as un Peter Sagan que tout le monde disait ça va être l'année d'Ackermann. Ackermann va être là, c'est sûr et certain. Coup de théâtre. Sagan fait un Giro incroyable, connaît des dernières semaines qui ont bien de l'allure. Et le gars qu'on était lui aussi prêt à mettre au bord du chemin avec les poubelles chez Bora Hansgrohe devient la coqueluche et pas de Pascal Ackermann cette année, bien qu'il a connu un début de saison difficile. Moi, je vois Sagan gagner un autre titre. Et je suis parfaitement d'accord avec toi, Randy. Je vois Sagan. Son plus proche rival aurait été Van Der Poel, mais que j'ai l'impression qu'on va voir disparaître au milieu de la course pour aller se préparer pour les Olympiques. Van Aert peut tout faire, on l'a vu l'an dernier, mais il y a quand même un rôle important, puis on l'a vu d'ailleurs l'année passée, les efforts en montagne qu'il a fait pour amener Roglic au seuil de la victoire à la toute fin. Donc par élimination, j'aurais tendance à retourner avec Sagan, qui est le leader de l'équipe, qui a tassé celui qui aurait... en tout cas, l'équipe n'a pas amené celui qui aurait pu être son concurrent à l'intérieur même de son équipe.
dans une superbe forme, il a retrouvé ses ailes, il est beau à avoir roulé, ce serait dur de parier contre lui. Il a l'air relax. Tu sais, il a l'air... Ouais, il a l'air d'avoir du fun, il se promène dans le peloton. On a vu plein d'images, tu sais, où il se promène dans le peloton, prête des affaires au monde, jase un peu, donne sa roue quand ça donne, puis qu'il est pas là pour le sprint. Des choses comme ça, là, tu sais, où on le sent vraiment en super confiance, là, peut-être moins que les années précédentes. Audrey, je te passe la POC, t'allais dire. Ben, c'est sûr que ça va aussi en ce sens-là. Il y a quand même 3 belles victoires d'étape cette année, une au Giro, dont aussi le maillot au point au Giro qu'il a remporté, une au Tour de Catalogne, une au Tour de Romandie. C'est des belles victoires. Là, il y a une possibilité de 8 étapes de sprint et aussi des étapes pour puncher. Tu sais, je veux dire, il peut se démarquer aussi, il peut aller faire bien des points à ces endroits-là, des endroits où un Bennett pourra pas nécessairement se batailler pour ça. Puis un Caleb Ewan. Caleb Ewan, vraiment une belle préparation à aller avec son équipe au Tour de Belgique. Ils ont prouvé vraiment des belles choses. C'est sûr que pour les arrivées au sprint, il va pouvoir faire beaucoup de points et c'est les étapes les plus payantes. Donc, moi, je m'attendrais peut-être à le voir avec le maillot vert pour quelques étapes. Il en a gagné 2 au Giro quand même, des étapes. Et puis, mais je suis pas sûr là, qu'il va aller faire. On l'a jamais vu aller faire des sprints intermédiaires Caleb Ewan, là, ça j'en doute fort. Puis pour appuyer encore les propos aussi de Randy, Bennett l'ont dit, disent nous autres ce qu'on vit c'est les victoires d'étape. Si on voit qu'on est encore dans le coup pour le maillot vert, ben ok on va aller chercher. Puis là ben à voir s'il a bien récupéré de sa blessure comme. Bon ben ça y est pour. Oui vas-y. Parlant de quelqu'un qui a du plaisir à rouler là, on se ramène au Giro de l'année dernière, Arnaud Démare. On n'en a pas parlé encore, mais s'ils retrouvent le mojo qu'ils ont amené au Giro l'année dernière, ça peut être très menaçant là, en sprint pur, comme on l'a vu performer. À voir. T'as plus... Ouais. Puis tu as plus de joueurs aussi cette année qui ont connu la victoire, peut-être pas sur le tour, mais regarde juste Israel Startup Nation. On arrive avec des gros canons. Là. On entoure bien Greipel cette année. Là. On a Rick Zabel, on a Rita Hollenstein qui a très bien fait lui aussi dans le passé. Même Guillaume. Guillaume se retrouve dans une bonne posture, on l'a vu, hein, c'est déjà arrivé, se retrouve dans une bonne posture. Les jambes, exemple, à Greipel ou Zabel font boum, puis Guillaume il est encore dans les 4-5 premiers. Là. On vise définitivement le général, des classements de montagne, des étapes et des sprints sûrs et certains du côté des joueurs Startup Nation. C'est la formation qu'il désire. Je sais que Sylvain Adams, depuis des années, Rick Vanderbroeven, c'est ce qu'il parle depuis des années, c'est de pouvoir réaliser et mettre cette composition-là sur les routes du Tour. Et je pense qu'ils ont réussi le Tour de force cette saison. Ouais. Puis il y en a d'autres que j'ai nommés au début, là, des Tim Merlier, des Case Ball, qui sont aussi Mads Pedersen, qui sont quand même des peuvent se faufiler, arriver. Bon, Caseball, c'est vrai, c'est souvent une déception, là. C'est un bon sprinter, mais souvent, il livre pas la marchandise. Même quand il est amené, puis que la victoire lui est offerte sur un plateau, ça lui est arrivé quelques fois de l'échapper. Mais Tim Merlier, par contre, vraiment solide cette année, impressionnant. Moi, je serais pas surpris de le voir se faufiler puis ravir une victoire, puis pas juste se faufiler parce que Alpecin ils ont quand même un bon train là, tu sais, donc mais probablement que c'est Van Der Poel qui va être favorisé sur des victoires comme celle-là, mais ça va dépendre du terrain, de qu'est-ce qui se passe. Les cartes sont sur table, les cartes sont sur table pour MVDP, là, c'est sûr et certain. Mais Merlier, il pourrait définitivement surprendre. Oublie pas, tu sais, Jasper Stuyven, victoire déjà cette année, bon bonhomme. Lui, avec Pedersen, ça peut être vraiment un one-two punch qui fait mal là, si on se retrouve en avant d'un groupe ou dans une course. Tout à fait. Puis justement, vu que tu parles de Stuyven, j'allais justement aborder les baroudeurs, parce que Stuyven, c'en est un bon, capable justement de se sauver l'air de rien, tel le facteur qui s'en va porter son courrier pour ensuite sacrer une volée à tous les autres. Donc, les baroudeurs, ceux à surveiller, parce qu'il y a quand même pas mal d'étapes là, qui leur sont, on peut dire, consacrées, ou en tout cas qui leur sont favorables dans ce tour-là. Donc des étapes qui sont pas des étapes nécessairement de haute montagne, ou avec des montées assez tôt dans l'étape qui peuvent permettre justement à des bons coureurs de se sauver puis de rester en avant longtemps. On a parlé, puis
normalement, je l'aurais peut-être pas mis dans la catégorie baroudeur. Mike Woods, tu sais, qui s'en va viser des étapes. Puis Mike est devenu je trouve qu'il est devenu un fin renard, là, tu sais, pour savoir là, quand se sauver, quelle est la bonne échappée, quand se sauver de cette échappée-là aussi, chose que peut-être qu'il était moins confiant avant, puis que là maintenant, il voit quand est-ce que tout le monde souffre, puis il se dit hey, moi aussi, mais je suis capable de souffrir plus que vous autres les boys. J'en ai identifié quelques autres, tu sais, en préparant ça, puis j'aimerais ça vous entendre là, peut-être sur différents noms, mais Søren Kragh Andersen, Tige Benoît, De Gent, Gilbert, Stefan Kung, Van Aert, Vingegaard, Hirschi, Nibali qui visera sûrement pas la victoire au classement général. Puis après ça, j'ai mis un genre de trio Fuglsang, Hull, Lopez, etc. Donc qui là-dedans là vous voyez là comme étant peut-être ceux qui en vous regardant la saison jusqu'à maintenant, puis qu'est-ce qui se passe en course, pourrais probablement là, réussir un coup de force lors d'une de ces étapes-là qui sont favorables aux baroudeurs. Cette fois, je commence par toi, Charles, tiens, cette fois-ci. Tu sais, on a la catégorie lousse un peu, là. C'est, disons, baroudeur / victoire d'étape. Je vais commencer en disant / grimpeur, ouais. C'est ça, exact. Je vais commencer en disant que je suis content d'avoir entendu de façon aussi claire de la bouche de Mike Woods que son intention c'était d'aller gagner des étapes. Je pense que c'est là que ça se passe. Le fait que Froome ne soit pas là comme leader pour aller chercher une victoire au général ne change pas ses qualités personnelles. À savoir, tu sais, c'est pas sur le contre-la-montre, c'est pas sur cumuler des journées difficiles par-dessus journées difficiles là où Woods performe. On le voit un peu disparaître suivant une victoire d'étape ou une grosse performance. Donc, c'est pas très compatible avec une position au classement général. Un des coureurs les plus excitants à voir. Il y a beaucoup de contre-la-montre. Oui, c'est ça. Donc, de le voir en position victoire d'étape, je trouve ça super intéressant. Puis c'est un des éléments que je vais le plus regarder du tour qui s'en vient. Je vais regarder Nibali pour des raisons similaires parce qu'il est libéré je pense, de sa tâche de contender au classement général. J'ai hâte de voir Hull, j'ai hâte de voir Hirschi, qui est disparu pendant une partie de l'hiver, qui revient, qui a l'air d'avoir retrouvé ses bases. L'année passée, puis c'est le même principe avec Kragh Andersen. Dans le fond, je suis en train de repasser au travers de ta liste, là, mais c'est tout du monde intéressant. Puis c'est peut-être, tu sais, la course dans la course, ça reste un des trucs les plus intéressants à savoir. Bon, les maillots, mais les victoires d'étape, évidemment, là. Ça risque d'être Van Aert, Vingegaard vont être deux coureurs qui vont être peut-être limités par leur rôle dans leur équipe, mais quand même. Bref, je réponds pas à ta question, là. Je répète tous les noms que tu viens de nous nommer, mais tout ça pour dire dans le fond, en résumé, que ça va être une catégorie particulièrement avec beaucoup d'enthousiasme. Là, ouais, voilà. Randy, toi, on va y aller, tu sais, on le sait pas, là, c'est une game de prédiction, là, mais peut-être plus, je te demanderais, qui là-dedans, là, t'aimes voir partir, puis t'aurais le goût de voir partir, tu sais, puis de suivre. Puis moi, c'est mes plus beaux moments, là, c'est quand on est là, puis on regarde l'écart, puis là, on les voit, puis ils partent. On se souvient de Hirschi, tu sais, qu'il l'a fait à plusieurs reprises, tu sais, puis c'était magnifique, là, puis c'est les défaites crève-cœur à quelques mètres de la ligne d'arrivée, puis ce genre de ouah, puis la fois d'après il réussit, tu sais, mais qui on aimerait voir vraiment, là, mettons si je te dis là, moi lui je l'aime, là, tu sais, c'est lui que je veux voir en gagner une haut la main. Ouais, ben puis tu sais, écoute, ce que tu viens de décrire là, en quelques mots, c'est en tant que descripteur, en tant que commentateur sportif, là, tu sais, on est assis là, rivé sur le bord de notre siège là après 6 heures en ondes, puis là, 1 kilomètre, 500 mètres, là, le peloton est en arrière, puis il arrive, et des fois, ben, comme tu dis, c'est l'élation, puis waouh, incroyable, ou des fois, c'est oh mon Dieu, pauvre gars, tu sais, il a fait 186 bornes, seul en tête, puis il se fait ronger. La cruauté. Ouais. Il y a un nom, moi, qui sort du groupe, Wilco Kelderman.
on a vu ce qu'il a fait au Giro. Il a connu un peu ce sort-là, mais au général, là, on s'entend, là. Mais vraiment, Kelderman, c'est le genre de gars, là. Tu sais, c'est un peu un Thomas de Gendt, mais plus jeune, plus avec un autre type de fougue. Puis c'est le genre de gars j'aimerais vraiment voir peut-être sur ces longues étapes de montagne-là, en fin de, ou les étapes de mi-montagne, surtout deuxième et troisième semaine du Tour, là, quand on commence à avoir une bonne idée de ce qui se passe dans le général, tenter sa chance, puis aller, là, tu sais. Puis l'autre nom que je rajouterais là-dedans, j'aimerais bien voir Bauke Mollema en prendre une belle, là, pendant ce tour-là, pendant que justement il travaille pour ses coéquipiers, une journée se retrouver là, à la bonne place. Un coureur super chic, j'ai eu l'occasion de jaser souvent avec autour de l'Alberta, Grand Prix cycliste de Montréal, Québec. Et c'est un gars qui se donne toujours à 100%. Ça, pour utiliser une analogie du hockey ou une imagerie du hockey, là, lui, il va dans le coin, puis il joue la puck, puis il n'a pas peur de se salir. Puis ça n'a pas toujours été payant pour lui dans le passé, mais lui et Kelderman, c'est vraiment les deux gars que j'aimerais voir aller chercher cette victoire d'étape-là en tant que bon baroudeur, là. Ouais, c'est ça. Puis je pense qu'il n'y a plus beaucoup de prétention au classement général maintenant non plus. Là, donc, effectivement, là, puis il avait fait une très belle victoire en Lombardie, là, tu sais, où on avait vu là, qu'il est très, très capable de le faire. C'est juste que les deux coureurs que tu nommes, c'est des coureurs qui sont beaucoup en montagne russe dans leur niveau de forme puis leur capacité là, en montagne particulièrement, là, où des journées ils sont fabuleux, puis d'autres journées ou même d'autres périodes, d'autres années au complet, ils sont presque pas là. Tu sais, faut que tu sois allumé. Ça, c'est des coureurs, là. Faut que ça soit la journée, là. Faut que les as s'alignent, là, puis c'est la journée parfaite. Les prétendants font d'autres choses. Il y a une ouverture. Ils se retrouvent dans une bonne échappée. Mettre une coupe de plate, là, une coupe de gear de plus à un bon moment, puis pouf, ils partent, là. Puis ça, c'est vraiment le genre d'attaque ou le genre de journée pour eux autres, là. Ouais. Audrey? Moi, c'est sûr que j'aimerais vraiment, vraiment voir Hugo Hull aller en chercher une. Écoute, il y a eu un début de saison vraiment très bon, malgré qu'il a été malade, il a dû faire une croix sur certaines courses. Sa préparation a été un peu entachée par ça. Par contre, au Tour de Suisse, il a démontré de très belles choses. Sixième sur une étape, assez hallucinant, merci. L'année passée, il finit 7e sur une étape du Tour de France dans une échappée. Puis c'est pas parce qu'il n'y avait pas les jambes, c'est juste des circonstances stratégiques. Puis je veux dire, des circonstances de course, je devrais dire. Moi, je le vois vraiment en gagner une. Il dit en entrevue récemment qu'il est rendu beaucoup plus fort dans les montées. Il est capable de rivaliser quand il est dans une échappée. Puis même au Tour de Suisse, il a dit, c'est pas parce qu'il n'y avait pas les jambes. Il est minuscule en plus. Donc, moi, je veux dire, il est en super forme. Au Tour de Suisse, je me suis logué, j'ai regardé, j'ai dit, c'est qui le gars d'Astana qui est dans l'échappée en avant? Ah, c'est pas Hugo, là, il est bien trop petit. Oh, c'est Hugo. Tu sais, puis il est lean, mean machine. Tu sais, il est en super forme. Là. Vraiment. Puis il est confiant. Il est rendu là, je pense. Puis tant mieux, il croit de plus en plus. C'est sûr que, bon, vous avez dit tantôt que vous ne voyez pas Full 5 pour le général, mais je pense quand même qu'il va avoir beaucoup de travail à faire pour Full 5. Je pense qu'ils vont miser sur lui quand même, là, mais quand il va avoir sa carte à jouer, là, je l'attends. C'est ça. Après d'une dizaine d'étapes, quand Astana vont accepter que Full 5 finalement fait pas le général, ils vont lui laisser carte blanche. C'est l'heure maintenant, avant qu'on se laisse, de vous commettre et de dire qui gagne le Tour de France cette année. Un seul choix, une seule personne. Puis, évidemment, on vous en tiendra rigueur jusqu'à la fin de vos jours. Donc, je vais commencer par Randy, tiens, parce que je vais être cruel avec toi. Je vais te commettre en premier, vu que c'est ta première présence à Radio Bidon. C'est une forme d'initiation. Donc, Randy, qui gagne le Tour cette année? Sepp Kuss. Pendant une seconde. Sepp Kuss, par exemple, je parlais de Kelderman et compagnie tout à l'heure, là, à plusieurs reprises dans les 2 dernières années. J'aimerais bien ça que ce gars-là, on lui dise, hey, regarde, vas-y, go. Essaye pas de t'en sauver. Qui gagne le Tour de France cette année? Son coéquipier Primož Roglič. D'accord. Roglič, écoute,
Roglic, après la défaillance au Giro, après le « oups » de l'année passée, je ne sais pas comment t'appelais ça tout à l'heure, le moment pleure de banane, là. Ouais. Ça, c'était un méga Sunday là, qu'il a vécu l'an passé. Il y a des choses à se faire pardonner, pas juste face à ses coéquipiers, mais face à l'organisation. Ouais, et à lui-même et à l'organisation, puis aux fans. Roglic, je pense pas qu'il va répéter les mêmes erreurs cette année. Audrey, qui gagne le Tour de France cette année? Oh. C'est vraiment, vraiment, vraiment dur comme question. Sais, mais c'est vraiment dur. Essaye pas. Je suis chien. Je pense que la Jumbo Visma... vu que Randy a dit Roglic, je vais dire quelqu'un d'autre, mais j'aurais dit ça en premier choix. Je m'en vais dans le camp d'Ineos, moi. Ils ont tout gagné cette année ou presque, là. Ils ont gagné Tour de Catalogne, Tour de Romandie, Giro, Critérium du Dauphiné, Tour de Suisse. OK. C'est Geraint Thomas. Ouais. Okay. On va y aller comme ça. Mais tu sais, je suis vraiment pas sûr. On l'est pas personne, mais c'est ça le jeu. C'est ça. Charles? Moi, j'ai une grande hésitation entre le gagnant de l'année dernière, Pogačar, et Pierre Rolland. Pierre Rolland, je pense que c'est son année, c'est là que ça va se passer. Non, clairement. Est-ce que tu parles bien de Attaque de Pierre Rolland? Attaque de Pierre Rolland. C'est son prénom, Attaque de. Faire sa part, Pogačar. Je vois pas. En fait, je serais pas capable de parier contre lui. C'est quand même le gars qui a produit le contre-la-montre individuel le plus impressionnant de l'histoire des contre-la-montre individuels l'année dernière. Il est dans une forme superbe, il est dans une équipe cette année. Voilà, j'y vais de prudence avec Pogačar. J'aimerais voir Roglic gagner, mais c'est Pogačar qui va gagner. Sans grande surprise, voilà. Je vais avec toi, Charles. Moi, Pogačar, mais puis même Pogačar semi-facile. Une main dans le dos. Dire ça. Une main dans le dos, avec le sourire. J'ai envie de dire ça. Puis un Coca-Cola. C'est ça. Une jambe. En buvant un petit cours en traversant la ligne. Non, Pogačar, parce que il l'a fait avec pas d'équipe, tu sais. Puis là, il y a une équipe complètement pactée cette année, incroyable. La confiance, peut-être, qu'il n'y avait pas aussi. Donc, je le vois très, très bien là, faire ça. On voit aussi là, sa préparation, là, les gens qui travaillent à sa préparation, qui sont incroyable. Là. Fait que San Milan, là, qui est son entraîneur, là, qui est un espèce de docteur fou là, des chiffres là, qui a l'air d'être incroyable. Donc, moi, je vois Pogačar gagner ça cette année. Son deuxième tour d'affilée. Ça va être ça. Ouais. Puis, il est dans le giron de Piper aussi, là, le loup rusé qui connaît la game. Il sait comment parler à ses gars, il sait comment les flatter dans le bon sens du poil, puis on l'a vu. Honnêtement, il a été vraiment la clé du succès de la victoire de Pogačar l'année passée. Piper a réussi à l'amener jusqu'aux Champs-Élysées puis dire « Panique pas, TQ, vas-y, t'es capable, go! » Oui, car un TQ, c'est... mais hey, je vous remercie. Merci beaucoup d'être là. Merci à FlowBikes d'être partenaire de cette série de Radio Bidon. La série est disponible sur nos plateformes habituelles, mais elle est disponible aussi sur les plateformes de FlowBikes. Vous pouvez vous abonner en utilisant une adresse spéciale. Si vous voulez voir Audrey et Randy pendant le tour, vous allez pouvoir le faire. Donc, c'est pas seulement en anglais pendant le Tour de France, c'est aussi en français. Randy et Audrey sont là pour vous parler justement de ce qui se passe. Si vous avez écouté l'émission avec nous, on présume que oui, si vous êtes rendu là dans l'enregistrement, mais vous voyez qu'ils savent de quoi ils parlent et c'est fort trippant de les entendre et les voir aller. On vous souhaite bonne chance, les amis, parce que je sais qu'il y a des journées au bureau qui sont pas mal longues des fois. C'est long, une course de vélo. Il n'y a pas toujours quelque chose à dire, mais vous faites très bien ça. Alors, bravo. L'adresse spéciale dont je parlais, c'est flowbikes.com/Radio Bidon en un mot. Donc, flowbikes.com. Elle va apparaître à l'écran si vous nous regardez. Donc, /Radio Bidon pour vous abonner à FlowBikes qui, je le répète encore une fois, vous permet de voir le Tour de France, mais aussi la Vuelta, les Coupes du Monde de cyclocross, les Championnats du Monde sur route et Paris-Roubaix qui n'a pas eu lieu encore parce qu'il a été déplacé dans le calendrier pour cause de COVID. Puis cette année, on va avoir du monde sur le bord du chemin aussi autour à partir, je pense, là, du premier contre-la-montre. Là. Donc, ça aussi, ça va être pas pire. Là, et on va avoir un peu plus d'ambiance sur ce Tour de France-là. Randy, Audrey, Charles,
En mon nom, David Desjardins, et au nom de tous les auditeurs de Radio Bidon et auditrices de Radio Bidon, je vous remercie et vous dis bon Tour de France.